La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. La solution ne viendra pas des élus. Les élus sont le problème, ils ne sont pas la solution. La solution ne viendra pas des élus. Les élus vont détester l'idée démocratique. Les élus savent bien que leur démocratie, ça n'en est pas une. Et quand ils nous voient en défendre une, réelle, c'est-à-dire une forme d'autogouvernement, ils ne le diront pas parce que ce n'est pas politiquement correct, ce serait un aveu par rapport à l'opinion publique, donc ils vont faire semblant éventuellement de défendre cette idée, mais je vous dis, moi, qu'ils vont la saboter. Les élus vont saboter l'idée démocratique, c'est-à-dire le tirage au sort en politique, le fait que ce soit le peuple qui écrive lui-même la Constitution. Les élus vont haïr cette idée. Les médias qui sont possédés par les riches et qui font partie du système de domination vont détester l'idée. Les industriels et les banquiers vont détester l'idée. L'idée démocratique, l'idée plus que démocratique, l'idée des ateliers constituants populaires, elle va avoir contre elle tous les pouvoirs. Le peuple constate à nouveau que le droit, tel qu'il est géré, est en fait injuste et rejette cette fois les représentants. Il en nomme d'autres et l'injustice se reproduit. Encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où le peuple décide que c'en est trop. Pour comprendre ce mécanisme, il faut se pencher sur ce qu'est exactement la gestion du droit. La gestion du droit est faite par des gens qui écrivent les lois, des gens qui les appliquent, et des juges qui les interprètent. Ces gens sont des professionnels. Et comme tout professionnel, leur intérêt réside dans la conservation de leur activité et donc de leurs revenus. Pour cela, il est impératif pour eux d'avoir les moyens de sécuriser leur activité. De plus, il s'avère que le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. S'il n'en a pas, il ira toujours plus loin dans les abus. La question se pose alors, comment rendre le droit juste? Quelles limites mettre au pouvoir pour en empêcher les abus? La solution serait que le peuple contrôle la gestion du droit, pour se donner une assurance que le droit ne deviendra pas injuste. Pour cela, il lui faut un cadre juridique. Le peuple décide donc d'ajouter une nouvelle entité, une règle, qui le protège en contraignant le droit. Cette règle, c'est la Constitution. Le peuple, qui reprend confiance dans son état de droit, nomme de nouveaux représentants et leur demande de mettre au point la Constitution avant de reprendre la gestion du droit. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur? Si le peuple a une revendication à faire valoir auprès du droit, comment doit-il s'y prendre? Puisqu'il n'y a pas de lien jusqu'au droit qui permette au peuple d'agir dessus, le peuple n'a d'autre choix pour s'exprimer que de lancer des pétitions, de manifester ou encore de faire grève. Mais ces revendications sont-elles suivies des faits? Il suffit que le droit n'en tienne pas compte pour qu'il n'y ait pas d'effet. Le peuple est donc à nouveau en présence d'un droit injuste. Mais comment le droit peut-il encore être injuste alors qu'il y a une constitution qui est censée protéger le peuple? Et d'où vient cette impuissance que ressent le peuple vis-à-vis de ces combats qu'il mène et qui sont inefficaces? Toute cette construction semble déséquilibrée. Le peuple est impuissant et la gestion du droit fonctionne en circuit fermé, comme si la Constitution même n'existait pas. Mais justement, qu'implique exactement la Constitution? La Constitution est là pour protéger le peuple des abus de pouvoir et de l'injustice du droit. Pour ce faire, elle limite le pouvoir du droit. Et limiter le pouvoir du droit, c'est limiter du même coup l'activité des gestionnaires du droit, et même les révoquer si nécessaire. Or, l'intérêt de ces gestionnaires est justement de protéger leur activité. On constate ainsi qu'il y a divergence entre l'intérêt du peuple d'une part et l'intérêt de ses représentants d'autre part. Le peuple ne peut donc pas demander à ses représentants, qui ne veulent pas de contraintes, d'écrire la Constitution qui est censée les contraindre. Il y a conflit d'intérêts.
Ces représentants écriront nécessairement des règles qui ne les contraindront pas, donc l'impuissance du peuple, et ce, dans l'intérêt de leur propre puissance. Mais alors, si les représentants ne peuvent pas écrire la Constitution, qui s'en chargera ? Qui est à même d'écrire la Constitution conformément à l'intérêt du peuple ? Qui serait assez désintéressé du pouvoir pour lui écrire des règles ? Qui n'aurait pas la volonté de gouverner ? Essayons sous un autre angle. Qui d'autre que le peuple a intérêt à ce que la Constitution soit efficace ? Le peuple ne doit pas demander à ses représentants d'écrire la Constitution. Il doit l'écrire lui-même, conformément à son propre intérêt. Et sitôt que le peuple reprend le contrôle de sa Constitution, tout s'équilibre. Le droit régit le peuple, c'est ce qui était convenu, la Constitution contraint le droit, et le peuple maîtrise la Constitution. Des choses à dire sur les solutions absolues, notamment pour la démocratie elle-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un malaise dans la police, mais on peut constater qu'il y a un malaise assez généralisé. On peut voir récemment par rapport aux manifestations de la loi travail, par exemple. Donc, en effet, moi, après, je parle en mon nom, là, pas du tout au nom des collègues, mais je pense qu'il y a des manquements graves aujourd'hui à la démocratie. Et ce serait intéressant qu'on puisse mettre en place des référendums d'initiative populaire, par exemple. Je pense que ça pourrait limiter largement les manifestations si tout le monde pouvait avoir l'occasion de s'exprimer via les référendums pour pouvoir que le peuple puisse décider justement des grandes décisions politiques. Il y a eu aussi de la colère. On va vous montrer une image. Il y a un policier qui a refusé de serrer la main de François Hollande. Il nous a confirmé que c'était à cause du manque de moyens accordés à la police. Vous êtes allé voir sur le terrain, à côté de la Drôme qui coule, donc à Saillant, comment les habitants vivaient cette nouvelle forme de démocratie. Effectivement, calme et paisible en apparence, ce petit village niché au pied du Vercors regorge d'énergie, une effervescence qui s'explique en partie par un rajeunissement de la population avec l'arrivée des néo-ruraux et une intense vie associative. L'aventure Autrement pour Saillant a démarré sur la base de discussions dont beaucoup ont eu lieu à l'Oignon, un local associatif d'échange et de rassemblement de près de 1000 adhérents qui regroupe des habitants de Saillant et des villes aux alentours. Vous êtes engagé dans la vie de votre pays, le pays dont vous êtes originaire, la Belgique. Tout récemment encore, c'était en 5-6 ans, en 2011-2012, vous avez lancé une opération assez inédite quand même et qui s'est soldée par un succès véritable, le G1000. Qui était une expérience de démocratie participative, locale, comment vous l'appelez ? Techniquement, ça s'appelle de la démocratie délibérative, mais un terme plus joli et plus simple, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire, c'est pas juste une démocratie où on délègue son droit de vote à un politicien, un homme ou une femme politique, mais où les citoyens, même entre deux tours d'élection, s'impliquent dans la prise de décision. Parce que vous partez de ce constat que nos démocraties sont périmées en fait. Il est temps de réinventer notre système politique. Complètement. On l'a vu récemment avec les élections américaines, à quel point, pendant la campagne, à quel point le système est faillite. On est en train de heurter le mur à 120 km/h. Toute la vie de l'école est pratiquement réglée, organisée lors des assemblées du vendredi et du samedi. Ces réunions regroupent enfants et adultes. Un président de séance élu dirige les débats, fait respecter l'ordre. Tous les problèmes de la communauté, revendications ou conflits, toutes infractions et sanctions, toutes les lois qui règlent la vie de l'école sont soumises à discussion, puis au vote. Chacun, enfant et adulte, possède une voix. Éventuellement, un médiateur peut parler au nom des enfants qui le lui demandent. Et ce qui empêche les gens de participer, c'est pas le fait qu'ils seraient indifférents, c'est qu'ils n'y croient plus. Le philosophe Gilles Deleuze disait que seul le désir est révolutionnaire. Si nous avons la capacité à donner envie aux gens,
eh bien à ce moment-là, les gens effectivement se mettront en mouvement. Et puis il faut rendre visibles les alternatives. Et toutes les multiples expériences qui ont lieu de partout en France, je dirais dans le domaine du logement, de l'agriculture, de l'économie, des loisirs, montrent que les gens ne manquent pas d'idées. Et ça, c'est la condition d'une vraie démocratie.